sous la pression des Allemands, Pétain se décide à reprendre Laval. Nous sommes le 18 avril 1942. C'était une assez grande ingratitude à l'égard de Darlan, parce qu'on peut dire que Darlan avait vraiment fait tout ce qu'il avait pu au service des Allemands. Au point que, ça c'est encore dans ces documents révélés par Tournou, un document de Stucky, du 4 février 1942, Darlan vient de me dire, alors je lis, c'est un texte de Stucky, vient de me dire, c'est moi, et personne d'autre, qui ai donné aux Italiens puis aux Allemands le conseil de bombarder Malte sans interruption, nuit et jour, c'est ainsi que Rommel a été sauvé. Il faut ajouter qu'il avait fait encore mieux, le petit père Darlan, il avait donné tout renseignement qu'il avait par ses propres navires sur le mouvement des navires britanniques. Et l'amiral allemand, dont le nom m'échappe maintenant, lui avait dit, je vous remercie profondément, c'est extrêmement bien ce que vous avez fait, et même, il avait autorisé, vous me suivez, il avait autorisé Darlan, des vedettes allemandes et des sous-marins allemands à traverser la zone non occupée pour gagner la Méditerranée. Eh bien, malgré tout ça, et j'ai oublié de vous dire qu'il avait obtenu des Allemands tout de même que les frais d'occupation qui étaient de 400 millions par jour, fussent diminués à 300 millions, et Charles Roux, qui était le secrétaire général des Affaires étrangères au moment de l'armistice, avait été indigné de ce que le maréchal accepta sans discussion ces 400 millions par jour que demandaient les Allemands, alors que, évidemment, c'était un marchandage et les Allemands s'attendaient à une dispute. Eh bien, pas du tout, le maréchal avait dit tout de suite d'accord. Figurez-vous que pour obtenir ces 400 millions, les Allemands avaient décidé que le change était 1 mark contre 20 francs, ce qui était un change absolument abusif. Eh bien, Darlan était arrivé à obtenir, grâce à ses gentillesses du mois de mai 41, à obtenir que ça soit seulement 300 millions par jour. Bon, plus de Darlan, il y a Laval, mais il faut dire que Darlan reste. Quoi, à quel titre? Il n'a plus le ministère de l'Information, il n'a plus l'Intérieur, puisque Laval a pris tout ça, mais il reste chef des forces françaises, c'est pas grand-chose, sauf, évidemment, la marine, ça comptait, et une partie de l'aviation. Laval est toujours persuadé que l'Allemagne va gagner. On dissimule au maréchal tout ce qui se passe du côté de la petite armée de l'armistice, où se constitue déjà ce qu'on appellera plus tard l'armée secrète. Je rappelle que cette armée de l'armistice était composée de volontaires, et qu'il y avait là des officiers réellement, comme on dit, patriotes, qui préparaient une reprise des armes. Ils cachaient des armes, ils faisaient des stocks d'armes, et ça, le maréchal ne devait pas le savoir, parce qu'on était certain qu'il s'y opposerait. Le maréchal ne voit pas non plus d'obstacle à ce que 280, vous me suivez, 280 membres de la Gestapo vont entrer dans la zone dite libre, enfin dans la zone non occupée, sous de faux papiers, avec des voitures immatriculées et des plaques françaises, et ce sont des gens de la Gestapo qui viennent surveiller les émissions de radio qui pourraient se situer dans cette zone non occupée. Alors un des premiers faits qui va se produire, c'est un avantage considérable. On apprend que Rommel a gagné l'affaire de Tobruk, 35 000 prisonniers anglais d'un seul coup, enfin c'est excellent. Si bien que pour l'anniversaire de l'entrée de l'Allemagne en Russie, c'est-à-dire 22 juin 1942, c'est l'anniversaire, il va y avoir la fameuse déclaration de Laval qui a fait tant de bruit, je souhaite la victoire de l'Allemagne. Au procès Pétain en 1945, c'est les procès de juillet-août, vous savez, Pétain bondira, lui il fait semblant, mais nous en reparlerons, qui fait semblant d'être sourd, quand il entendra dire le maréchal était d'accord avec Laval. Non, j'étais pas d'accord, dit le maréchal, je ne voulais pas que Laval fît cette déclaration. Alors là, on va interroger quelqu'un qui était réfugié en Suisse et qui s'appelait Rochat. Rochat avait été le secrétaire général des Affaires étrangères, il avait succédé à Charles Roux, il était caché en Suisse, il n'avait pas l'intention de rentrer en France parce qu'il ne voulait pas se faire juger, mais l'ambassade de France, et j'y étais à ce moment-là, va interroger Rochat pour lui demander, nous sommes donc en juillet 1945, pour lui demander une déclaration positive sur ce qu'il sait de l'affaire. La déclaration de Rochat, qui est un ami fidèle du maréchal, est la suivante. Oui, le maréchal a fait une objection à la phrase que voulait prononcer M. Laval. Laval avait dit « Je crois à la victoire allemande et j'espère en la victoire allemande ». Et le maréchal a dit « Non, vous n'êtes pas un stratège. Vous ne pouvez pas dire « Je crois » parce que vous n'avez aucune qualité pour croire. Quant à souhaiter la victoire allemande, oui, parfaitement, et je suis d'accord. » Si bien que le maréchal Pétain, à ce moment-là, sera obligé de baisser la tête parce qu'il est confronté à une déclaration absolue. Alors, il souhaite la victoire allemande, mais pourquoi? Il faut savoir qu'il y a une phrase qui continue. Je souhaite la victoire allemande parce que sans elle, le communisme, demain, s'installerait dans toute l'Europe. Et vous savez bien que depuis le 21 juin 1941, le maréchal est enthousiaste de cette croisade que mène l'Allemagne. Deuxième incident qui va se produire avant que nous n'arrivions à la journée dramatique du 8 novembre 1942, c'est la tentative de débarquement à Dieppe. Ça va se situer le 19 août 1942. Vous savez ce qui se passe? Ce sont des Canadiens qu'on a envoyés au casse-pipe. C'est une tentative de
pseudo-débarquement, enfin je veux dire une petite répétition, non pas générale, certes, puis qui ne sont pas nombreux, mais enfin une répétition modeste de débarquement pour voir si on peut tenir. Vous savez ce qui va se passer, ces types vont se faire démolir, mais ils auront pu quelques heures se maintenir à Dieppe. Les Allemands ont fait une contre-offensive immédiate, les pauvres types se sont fait presque tous tuer, mais c'est la suite qui est intéressante. Parce que là, au procès encore, Izorni soulèvera la question de savoir si ce n'est pas un faux, le télégramme que l'on attribuait à Pétain à Hitler, pour Hitler, télégramme où Pétain aurait dit à Hitler qu'il le félicitait du prompt nettoyage du sol français par ses envahisseurs. Il semble que là-dessus, Izorni ait raison, et que le texte du maréchal ne comportait pas le mot nettoyage. Mais le texte du maréchal était exact, en ce sens qu'il félicitait Hitler d'avoir protégé les côtes françaises contre le débarquement ennemi, et il lui demandait une participation française à sa propre défense. Autrement dit, le maréchal désirait que quelques troupes françaises fussent reconstituées pour qu'un créneau du mur atlantique, comme on dit aujourd'hui, fût tenu par des forces françaises. Hitler n'écoutera pas, mais il est intéressant de savoir que le maréchal avait fait cette demande et avait félicité Hitler. Darlan, qui n'est plus rien sinon chef de la marine, va y aller de ses félicitations personnelles à l'égard d'Hitler aussi pour lui dire c'est très bien ce que vous avez fait pour protéger le sol français contre les envahisseurs. Tout ça se situe avant la grande affaire que nous allons examiner aujourd'hui du plus près possible, c'est-à-dire le débarquement américain du 8 novembre 1942 sur les côtes de l'Afrique du Nord. Je vous rappelle que dans l'aventure Pétain, il y a 3 dates très importantes qui s'échelonnent. La première, c'est le 22 juin 1941, lorsque l'Allemagne entre dans la guerre contre la Russie, ce qui comble de joie le maréchal. Le deuxième acte, c'est le 7 décembre 1941, lorsque les États-Unis entrent dans la guerre, et nous avons vu que ça n'avait rien modifié à la politique du maréchal. Maintenant, 8 novembre 1942, lorsque les Américains débarquent en force, et au Maroc et en Algérie, les choses changent d'aspect. C'est pourquoi il faut que nous les regardions du plus près possible. Je vous signale d'abord que les Américains avaient eu soin de ne pas avertir De Gaulle, vous entendez bien, de ne pas avertir De Gaulle de ce débarquement. De Gaulle en avait été profondément ulcéré, et les Américains savaient ce qu'ils faisaient. Dans l'Afrique du Nord, et je vais vous en reparler, il y avait un pétainisme absolu, on était tout à fait d'accord avec le maréchal, et pour que l'opération pût réussir, il ne fallait pas annoncer à la population de cette Afrique du Nord que les troupes gaullistes, qui étaient mal vues, puissent en faire partie. C'est Darlan qui se trouve là-bas. S'y trouve-t-il, point d'interrogation, volontairement ou involontairement, on ne sait pas encore. Peut-être finira-t-on par le savoir. Toujours est-il qu'au moment où les Américains débarquent, Darlan se trouve en Algérie, sous prétexte, dira-t-on, sous prétexte, d'être au chevet de son fils Alain, qui serait atteint de poliomyélite. Ce qu'il y a de certain, c'est ce qui suit. 1. Le général Bergeret, qui était ministre de l'Air, était parti 3 jours auparavant, était déjà parti en Afrique du Nord. 2. L'amiral Offan, qui était le collaborateur le bras droit, de Darlan, dira dans son livre avec quelque prudence, je crois savoir qu'il y avait eu des contacts secrets entre Darlan et les Américains. 3. Une chose certaine, Alain Darlan, le fils de Darlan, était étroitement lié avec Murphy, et Murphy, c'est cet Américain qui, sur place, comme consul général, avait préparé le débarquement. Darlan est également quelqu'un qui, avant les événements du 8 novembre, a appris quelque chose qui l'intéressait beaucoup, c'est-à-dire un terrible échec, un très grave échec de Rommel. C'est en effet le 23 octobre 1942, que Rommel s'était heurté au barrage de El Alamein, et à partir de cette date, il n'a pas cessé de refluer dans la direction de la Tunisie. J'ajoute que Lié racontera plus tard, Lié c'était l'ambassadeur de Roosevelt auprès de Vichy, Lié racontera plus tard, à plusieurs reprises, Darlan m'avait dit en souriant, amenez-moi 500 000 gars et 3 000 chars, alors je suis votre homme. Ce qui signifie que s'il y avait un débarquement sérieux des Américains, il ajoutait à Marseille ou ailleurs, j'étais de votre côté. Il est possible que les Allemands aient appris, cette attitude double ou semi-double de Darlan, je n'en sais rien. La question Darlan reste un point d'interrogation. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien d'abord, la résistance pétainiste, s'organise en Afrique du Nord sérieusement. Puisqu'il faut que vous sachiez que s'il y a peu de tués à Alger, il y en aura beaucoup à Casablanca. 600 tués parmi ces Anglais et ces Américains qui débarquent, 600 tués à cause de la résistance française contre ce débarquement ennemi, étranger. Mais voilà, ça c'est le 8 novembre, 8 et 9 novembre, et voilà que le 10 novembre, Darlan décide, tout seul, les Américains le patronent, de déclarer un cessez-le-feu. Au nom du maréchal. Cessez-le-feu au nom du maréchal. Juin, le futur maréchal Juin,
avec une certaine forfanterie, pendant le procès de Pétain en 1945, dira c'est moi qui ai contraint Darlan à décider qu'il y avait un cessez-le-feu, un armistice et qu'on s'arrangeait avec les Américains. Je n'en suis pas sûr. Lorsque nous prononçons le nom du maréchal Juin, il faut toujours se rappeler sa mission du 21 décembre 1941 à Berlin, donc qu'il essaye de recouvrir avec toutes sortes d'affirmations conséquentes. Toujours est-il que c'est fait, hein, cesser le feu, et même l'amiral Darlan va passer du côté des Américains. Rôle de Pétain maintenant là-dedans. Eh bien c'est là qu'interviennent les affirmations que je ne puis pas prendre pour un mensonge, ça me paraît impossible, de l'amiral Hoffand. L'amiral Hoffand va affirmer dans son livre, moi-même, amiral Hoffand, qui était le bras droit de Pétain et de Darlan et qui va bientôt démissionner, moi-même, d'ordre du maréchal, j'ai envoyé par un fil secret dont les Allemands n'avaient pas connaissance, j'ai envoyé à Darlan des câbles pour lui dire le maréchal est d'accord avec vous. On aimerait bien avoir le texte de ces documents. On ne les a pas. Mais pourquoi mettre en doute l'affirmation de Hoffand? Une affaire aussi grave, c'est tout à fait difficile de croire qu'il a inventé un mensonge. Les Américains, du reste, plus tard, feront mention de ces télégrammes secrets qui les ont beaucoup aidés. Je crois donc qu'on peut les considérer comme réels. Alors, s'inaugure ce jour-là ce que je crois vraiment être le début du double jeu de Pétain. Il n'y avait pas, je souligne ça très fortement, il n'y avait pas jusqu'alors de double jeu de Pétain. Pétain était convaincu que les Allemands allaient gagner la guerre. Mais à partir du débarquement américain du 8 novembre 1942, j'ai l'impression que le maréchal Pétain se dit il faut prendre des sûretés, ces Américains vont peut-être gagner la guerre, et j'ajoute, ce qui est extrêmement important, qu'il sait très bien ce qui se passe en Afrique du Nord, à savoir qu'on est pour lui. Faites bien attention à ceci, les Américains s'appuient sur un Darlan qui se proclame l'homme du maréchal. Les Américains vont le nommer haut commissaire, mais haut commissaire de quoi? Haut commissaire du gouvernement de Pétain. Et la grande proclamation que Darlan va faire pour dire « je suis du côté des Américains » et dans la pensée même du maréchal, ça se termine, cette proclamation, par l'expression, par la clameur « vive le maréchal ». Certainement que le maréchal en est averti. Et il dit, ce n'est pas si mauvais. Du reste, on va voir immédiatement Darlan organiser un conseil impérial. Et ce conseil impérial est composé de créatures du maréchal Pétain, si bien que le maréchal peut se féliciter de ce qui se passe dans ce débarquement américain, où on est visiblement pour lui et contre De Gaulle, car il sait très bien que les Américains détestent De Gaulle. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Un point d'interrogation. Le maréchal Pétain va être obligé à l'égard des Allemands. Je dois vous dire du reste que Laval s'était précipité auprès d'Hitler sans qu'on sache si c'est Hitler qui l'a mandé à Zurich, à Munich, ou bien si c'est lui-même, Laval, qui a voulu voir Laval. Toujours est-il que Laval de Munich envoie téléphone sur téléphone plusieurs reprises dans la journée du 10 pour dire attention, ne faites rien qui puisse contrarier les Allemands. Alors le maréchal va prendre une attitude extrêmement énergique à l'égard de Darlan. Il va même faire une déclaration, qui est la date du 28 novembre, où il dit « Des chefs indignes qui ont prétendu et continuent de prétendre agir en plein accord avec moi, je leur oppose le démenti le plus formel. » Il va même retirer la nationalité française de Darlan. Mais rien ne prouve que cela n'est pas une feinte. Nous en sommes là, et c'était le 11 novembre que les Allemands vont brusquement entrer en zone libre. Là, sa situation change complètement. Jusqu'à présent, il y avait la fiction de la France soi-disant libre, la France non occupée. Mais maintenant que les Allemands pénètrent dans l'intérieur de cette France non occupée, le maréchal perd toute signification. Il ne sera plus, on le savait déjà, qu'un agent des Allemands. Il va bientôt, nous allons le voir, perdre son atout qui était l'atout de la flotte. Et autour de lui, au fond le raconte, et je crois qu'il ne ment pas du tout, des pressions énergiques s'exercent pour lui dire « Monsieur le maréchal, vous ne pouvez pas rester dans ces conditions. Il n'y a plus de France non occupée. Vichy lui-même sera occupé par des forces allemandes. Il y aura des représentants allemands dans Vichy. La fiction, ce n'est pas le mot qui vous en emploie. Enfin, l'idée d'une souveraineté française s'abolit avec l'occupation de la zone libre. Alors là, il faut savoir ce que le maréchal va faire. Eh bien, je puis vous dire que tous les témoignages qui ont été rassemblés par Tournou concordent, à savoir que le maréchal refuse absolument de céder la place, alors que cependant il ne représentera maintenant plus rien. Vous voyez, amiral Hoffand, j'ai été mêlé d'assez près au drame pour assurer que jamais l'idée d'abandonner Vichy n'a effleuré le maréchal. Voici maintenant ce Rochat dont je viens de vous parler, secrétaire général des affaires étrangères, qui à ce moment-là a été réfugié en Suisse, et qui va dans son document écrire ceci: le maréchal n'a jamais songé à partir. Et puis il y a Weygand. Weygand était, vous le saviez, je vous l'avais raconté, en résidence forcée surveillée du côté de la Côte d'Azur, où il avait une villa. Lorsqu'il voit les événements du 8 novembre, il se précipite, on ne l'a pas convoqué, mais il se précipite à Vichy pour voir le maréchal. Et Weygand dira très clairement au procès, le maréchal ne m'a jamais parlé
de quitter Vichy. Semblable intention n'a pas été en lui un instant. Et le maréchal lui-même, que dit-il? Ben voilà les documents fournis par Tournou. Il y a 2 documents. Il y en a un qui est de Sérigny. Sérigny écrira un livre qui s'appelle 30 ans avec le maréchal, c'est un ami fidèle. L'autre, c'est de Gorostarzu, que je n'ai pas encore nommé. Gorostarzu était un colonel d'aviation que Pétain avait pris auprès de lui lorsqu'il était ambassadeur à Madrid et qu'il avait naturellement amené avec lui à Vichy. L'un comme l'autre, Sérigny comme Gorostarzu, nous raconte ceci. Il raconte à Tournou qui le publie. Nous sommes allés trouver le maréchal. On lui a dit, il y a un avion qui est sous pression, qui est à tout près. Vous pouvez être ce soir ou demain, si vous voulez, à Alger. Le maréchal a répondu, attention, l'un comme l'autre disent la même chose. À Sérigny et Gorostarzu, la même chose. Le maréchal a dit, vous savez, un avion qui sera obligé de voler à haute altitude, à mon âge, ça n'est pas possible. Par conséquent, le maréchal a pris acte de sa vieillesse et de son âge pour ne pas partir. Il ne part pas, et ça sera un scandale pour un certain nombre de ses amis, en particulier pour l'amiral Hautfort, qui, lui restant sentimentalement fidèle, va démissionner de toute fonction, va devenir maintenant un Français comme les autres. Il n'est plus sous-secrétaire d'État à la marine, il n'est plus rien, et il est profondément ulcéré. Faites attention à ceci. Mauriac, Claude Mauriac, le fils de François Mauriac, qui sera le secrétaire personnel de De Gaulle, rapportera en 1946 une phrase que lui a dit le général de Gaulle: « Si jamais le maréchal était passé en Afrique du Nord, c'était pour moi une catastrophe. » Donc le maréchal reste, malgré l'occupation de la zone dite libre. Il faut savoir que Hitler lui avait écrit une lettre extrêmement courtoise pour lui annoncer ce qu'il était obligé de faire. Une lettre qui était présentée même sous forme d'excuse. Je suis bien obligé d'intervenir comme je le fais. Et il y avait même, Hitler a eu soin d'envoyer personnellement le maréchal von Rundstedt, c'est-à-dire le personnage le plus important de haut état-major allemand, personnellement auprès du maréchal pour lui remettre ce document. Dans ce document, il y a une phrase extrêmement intéressante qui est ceci. Cette action, disait Hitler, n'est pas dirigée contre l'administration française qui, je l'espère, continuera à accomplir sa mission. C'est ça qui importe le plus à Hitler. Vlasov, vous savez, Vlasov c'était ce russe qui était passé au service des Allemands, racontera ceci. Hitler m'a dit, la présence du maréchal m'épargne 15 divisions. Parce qu'avec la police et les administrateurs français, j'ai beaucoup moins besoin de troupes à l'intérieur de la France, étant donné que j'ai besoin de plus en plus de troupes du côté de la Russie. Hitler savait d'avance qu'il n'avait rien à redouter du maréchal Pétain et que le maréchal ne quitterait pas ses fonctions. Hitler le connaît bien, il sait qui c'est, et il sait que Pétain tient absolument à se maintenir là, envers et contre tout. Il a violé l'armistice, Hitler, puisqu'il était entendu qu'il y avait une zone libre, il n'y a plus de zone libre. Mais il a violé l'armistice bien plus gravement le 26, lorsqu'il va annoncer qu'il ne permet plus la constitution de la petite armée de l'armistice. Je vous ai dit qu'elle avait environ 35 000 hommes, pas même les 50 000. Hitler en demande le 26, en exige le 26, la dispersion. Et le 27, vous savez bien ce qu'il va faire, le 27 novembre, il va jeter ses troupes dans la direction, sur cette espèce de camp tranché qu'on avait établi devant Toulon, afin de mettre la main sur la flotte. Vous savez aussi qu'à ce moment-là, la flotte va s'aborder. Je ne sais pas si c'est Pétain qui a donné l'ordre personnel, mais Darlan avait indiqué, de la manière la plus catégorique, qu'en aucun cas la flotte ne devait tomber entre les mains de l'Allemagne et qu'elle se saborderait. Bien entendu, l'amiral Hautfort aurait désiré que la flotte rejoigne le camp allié et passât en Algérie. Néanmoins, détruire la flotte, c'était en ôter la possibilité de se servir à l'Allemagne. C'est bien que les Alliés interpréteront ça comme quelque chose qui finalement leur est favorable. Alors la question se pose, pourquoi le maréchal reste-t-il? Il n'a pas protesté, il ne va pas protester lorsque les Allemands se sont saisis de Weygand. C'était le 13 novembre, Weygand retournait dans sa propriété du Midi, les Allemands interceptent sa voiture et l'emprisonnent. Le maréchal ne proteste pas quand les Allemands brusquement annoncent que les frais d'occupation, qui étaient d'abord de 400 millions par jour, puis qui étaient descendus à 300 millions par jour, sont portés à 500 millions par jour. Le maréchal ne dit rien. Le maréchal dira toujours « je vais rester » parce que j'ai promis aux Français de ne jamais les abandonner. Je suis là comme paratonnerre, je suis là comme bouclier. Bouclier de quoi? Étant donné que les rations alimentaires des Français sont les plus minimes de l'Europe occidentale, l'Europe occupée, et qu'il y a maintenant ces 500 millions par jour de plus. Le maréchal reste avant tout pour surveiller l'application de sa politique. C'est une idée sur laquelle je veux insister parce qu'elle domine tout mon exposé, parce qu'elle domine toute la préoccupation de Pétain. Pétain est là parce qu'il a une révolution nationale à accomplir,
qu'il a déjà largement accompli, et il veut en surveiller l'application. Il faut que les Juifs restent au banc de la nation. Il faut que les francs-maçons soient exclus de toute fonction importante. Il faut que la classe ouvrière soit parfaitement dominée. Il faut que l'esprit de 89, les séquelles de l'esprit de 89 disparaissent. Il faut purifier la France. Et par conséquent, tant que je serai là, moi, monsieur le maréchal, je pourrai faire ma politique. Et en effet, regardons cette politique intérieure qui va être celle du maréchal pendant les années 42-43. Le maréchal va profiter du changement gouvernemental, quand il a amené Laval au pouvoir, pour faire deux modifications. Premièrement, il va mettre à la tête de l'éducation nationale, qui est rattachée, écoutez-moi bien, qui est rattachée au ministère de la Guerre, chose que Pétain aurait voulu depuis 1934, il va mettre à la tête de l'éducation nationale Abel Bonnard. Abel Bonnard représente l'ultra-collaboration. Le maréchal va se séparer de ce Belin, vous savez, l'ancien syndicaliste, qui est responsable pour une part de la charte du travail, dans laquelle il avait obtenu le 1er mai fêté et le SMIG. Il va remplacer ce petit Belin qui finalement l'enduit par un homme du patronat, qui est le I2. Qu'est-ce qu'il va faire à l'égard des Juifs? À l'égard des Juifs, il va mettre toute sa police au service de l'action allemande contre les Juifs. Il faut savoir qu'étant privé de sa petite armée de l'armistice, il a enrôlé immédiatement 25 000, vous entendez bien, 25 000 gardes mobiles. Et lorsqu'il y aura ces épouvantables rafles de juillet 1942 dans Paris, les rafles de ces Juifs, soi-disant apatrides, qu'on va mettre au Veldiv et qu'on va emmener en Allemagne, qui va procéder à l'affaire? Pas un seul uniforme allemand. C'est uniquement la police française qui va précipiter ces Juifs et au Veldiv et de là dans les wagons qui les emmèneront en Allemagne. La question se pose de savoir si l'on savait ou non le sort de ces Juifs. Beaucoup diront, on l'ignorait. Laval et Pétain eux-mêmes croyaient qu'il s'agissait de camps de travail, mais n'imaginaient pas la question des camps d'extermination. La question reste ouverte. Pour ma part, en effet, je crois, et pourtant je n'ai pas envie de le dire, mais je le dis, je pense que le maréchal ignorait le sort de ces Juifs. Mais toujours est-il qu'il faut savoir que, d'après des notes révélées par Raymond Tournoux, et qui sont celles du général Bridoux, que Laval avait mis au ministère de la Guerre, attendez, les notes du 27 et 28 août 42, 27 et 28 août 42, avant les événements dont je vous parle, 4000 Juifs apatrides, attention apatrides parce que le maréchal a dénaturalisé un certain nombre de Juifs, 4000 Juifs apatrides ont été refoulés en zone nord et 7000 autres se trouvent réunis dans les camps spéciaux et sont en instance de départ. J'ajoute que le maréchal annonce ouvertement qu'il marche maintenant la main dans la main, c'est son expression même, à l'égard de Laval. Il a dit, devant une nouvelle délégation de la LVF, c'est-à-dire des volontaires français, « Monsieur Laval a gagné mon entière confiance, il n'y a plus aucun nuage entre nous, nous marchons la main dans la main. » La lutte contre les résistants se dissimule derrière une lutte contre le communisme. Je vois dans la revue universelle du 25 août 42 un article de Robert Havard de la Montagne. Havard de la Montagne est un collaborateur de l'Action française depuis des années. Ce jour-là, le 25 août 1942, Robert Havard de la Montagne dit « Il n'y a pas de résistants, il n'y a que des terroristes, il n'y a que des communistes. » Et le maréchal a fait la déclaration suivante « Ce sont des agents de la conspiration communiste. » Si bien que le 23 octobre 1942, avant même les événements de novembre, le maréchal avait annoncé aux Allemands « J'ai déjà arrêté 5460 communistes. » Tout résistant étant communiste, hein, et le général von Stupnagel, qui commande les forces d'occupation à Paris, va charger Brinon, l'ambassadeur de France à Paris, va charger Brinon de féliciter Laval et le maréchal de cette admirable collaboration contre la résistance française. Il s'agit maintenant des ouvriers. Regardons la chose de près. Laval a agi là avec beaucoup d'habileté. Laval va adresser à Ribbentrop, le 12 mai 1942, les lignes que je vais vous lire. Afin de protéger l'Europe du bolchevisme, l'Allemagne s'est préparée à une lutte gigantesque. Le sang de la jeunesse allemande va couler. Je voudrais que vous sachiez que le gouvernement français n'est pas indifférent devant l'ampleur des sacrifices auxquels votre pays consent volontairement. Et dans notre malheur, je voudrais vous dire que la France est disposée, selon ses possibilités, à contribuer pour sa part à vos efforts. J'ai le désir, en conséquence, que des Français, aussi nombreux que possible, prennent la voie de vos usines. Alors il y aura 3 temps dans la politique de Laval à l'égard des ouvriers. Un premier temps, tenter de persuader un certain nombre de volontaires qui auront des traitements en Allemagne supérieurs à ceux qu'ils ont en France, d'aller volontairement travailler en Allemagne. Il en deviendra tout de même 60 000. Deuxièmement, la tentative de Laval sera celle de la compensation. 3 travailleurs français et travailleurs spécialisés contre 1 prisonnier.
il obtiendra comme ça tout de même 50 000 prisonniers qui vont rentrer pour 150 000 ouvriers spécialisés. Mais il ne pourra pas, Laval ne pourra pas empêcher que le STO, service du travail obligatoire, soit imposé à la France au début de l'année, en février 1943. Le maréchal n'intervient jamais dans ces questions. Le 17 novembre 1942, il avait décidé qu'il remettait les pleins pouvoirs à Laval, sauf sur 2 points, modification constitutionnelle et déclaration de guerre. Le maréchal reste dans des conditions très difficiles, contrarié par un certain nombre de ses amis qui trouvent qu'il n'aurait pas dû rester. Il reste pour faire sa politique intérieure, sachant maintenant qu'il ne peut plus compter pour maintenir l'ordre en France que sur la puissance allemande.